Bonsoir Jean Veil. Bonsoir madame. Vous êtes l'avocat de Jacques Chirac. Merci beaucoup de nous avoir réservé vos déclarations ce soir en exclusivité pour BFM TV. L'affaire est grave. On parle d'affaire d'État, on parle de Karachi Gate. Et aujourd'hui, les familles de victimes de cet attentat de Karachi qui s'est déroulé en 2002 ont annoncé qu'elles allaient porter plainte contre Jacques Chirac et Dominique de Villepin pour mise en danger de la vie d'autrui et homicide involontaire. D'abord, peut-être une première réaction. Comment est-ce que l'ancien président Chirac, la famille, prend ces accusations et cette annonce? D'abord, je ne sais pas si c'est une affaire d'État, mais c'est une affaire extraordinairement triste. On ne peut pas ne pas penser aux familles des 11 personnes qui sont mortes dans cet attentat. Il appartiendra à la justice de déterminer les causes de ce drame. Nous n'en sommes pas là. Et aujourd'hui, on est dans des problématiques périphériques et dont je dirais qu'elles ont davantage de ressorts médiatiques que de ressorts juridiques. Et je pense que c'est ce dont nous allons parler. Mais je pense d'abord aux familles et je dois dire que on ne peut pas s'abstraire de ce drame qu'elles ont vécu. Alors c'est vrai que justement ça prend une dimension tout à fait particulière parce qu'on a souvent parlé d'affaires et on parlait de financement de partis politiques, de profits ou d'abus de biens sociaux, etc. Mais là effectivement il s'agit d'affaires très graves dans lesquelles les familles ont perdu les leurs et c'est pour ça que ça prend cette dimension. On va écouter tout de suite l'avocat Maître Olivier Maurice, il s'est exprimé aujourd'hui, il va expliquer pourquoi à son avis il y aurait lieu à plainte. Le clan Balladur, à l'époque, ministre du budget était Nicolas Sarkozy, a mis en place un système de corruption permettant le retour de commissions illicites. Et le clan chiracien, lorsque le président Chirac est élu président de la République, se venge en quelque sorte de l'absence de loyauté de l'ancien Premier ministre, décide de couper donc les sources de financement de M. Édouard Balladur, alors même qu'il savait que ces risques existaient, puisqu'il pouvait y avoir un lien entre l'arrêt du versement de ces commissions et des représailles sur les salariés de décennies. Au moment où la décision politique est prise par le président Jacques Chirac et relayée par Dominique de Villepin, au plus haut niveau de l'État, on a conscience du risque potentiel qui existe de représailles sur les salariés du fait de l'arrêt du versement des commissions. Alors, je précise effectivement que l'avocat des familles de victimes prennent la décision de porter plainte, en tout cas on va voir si elles vont le faire, après le témoignage d'un ancien PDG d'une société de commercialisation de matériel militaire, après qu'il a révélé devant le juge Renaud Van Ruymbeck qu'un cadre des directions de la construction navale avait fait part de risques pour les personnels en cas d'arrêt de versement des commissions au Pakistan. Donc c'est pourquoi les familles disent, après tout, peut-être que le président Chirac était au courant qu'arrêter le versement de commissions pouvait faire porter des risques graves aux salariés de la direction donc des constructions navales. Un certain nombre d'observations d'abord. Aujourd'hui, on ne parle que de cette piste-là, mais au fond, la piste de l'attentat terroriste organisé par Al-Qaïda n'est pas abandonné. On en a parlé pendant des années. Ensuite, on a trouvé d'autres éléments qui nécessitaient que l'on ouvre une autre piste, une autre hypothèse. Mais au fond, rien ne dit aujourd'hui que cette piste française doit être privilégiée par rapport à une autre. Elle doit être explorée dans les mêmes termes que la piste Al-Qaïda. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est que l'avocat des familles spécule sur l'idée d'une vengeance, l'idée que les politiques auraient su qu'il y avait des risques pour les familles. Tout ça doit être remis en perspective parce que les éléments que nous avons vus et que j'ai pu lire dans la presse ce matin, puisque les procès-verbaux des juges d'instruction sont reflétés presque immédiatement dans la presse, ne disent pas cela. Aujourd'hui, on est dans une situation encore de beaucoup d'ombre qui nécessitera effectivement, le cas échéant, des recherches supplémentaires.
Ce que l'on peut reprocher, ou en tout cas ce que M. Maurice, avocat des familles, reproche à M. de Villepin et au président Jacques Chirac, c'est d'être intervenu à un moment où l'ensemble des démocraties dans le monde entier ont décidé de modifier leur législation interne et la législation internationale pour lutter contre la corruption. C'est le moment où a été discuté, puis adopté et enfin introduit dans l'arsenal juridique français la Convention européenne, enfin la Convention OCDE pour lutter contre la corruption. Fallait-il, avant même que l'on ne parle de ces contrats, fallait-il renoncer? Je vous arrête un instant. Bien entendu. Vous confirmez d'abord et clairement que le président Chirac a arrêté ces commissions en arrivant en 1995, comme l'a dit Charles Millon, et que donc il a décidé en arrivant en 1995 d'arrêter le versement de ces commissions. Ça n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que le gouvernement, sous l'impulsion de Jacques Chirac, et il l'a dit lui-même très clairement dans un communiqué de la présidence de la République le 28 avril 2006, a décidé de lutter contre la corruption et les réseaux mafieux, et a tout mis en œuvre pour que, effectivement, la Convention OCDE soit votée. Sur le problème particulier des commissions de ces contrats, ça n'est pas à moi de m'exprimer sur ce sujet, et je ne le ferai pas. Je dis simplement que la politique générale de la France, à cette époque-là, a été de mettre en œuvre cette Convention OCDE pour lutter contre la corruption. On peut supposer qu'on peut en déduire que le président a demandé d'arrêter le versement de ces commissions. Vous déduisez ce que vous voulez. Moi, je ne m'exprime pas sur ce plan-là. Mais lorsqu'on décide d'appliquer cette législation, qui néanmoins est appliquée à partir de l'année 2000, Alain Richard, le ministre socialiste de la Défense, hier était en direct avec nous, et il a lui-même, à partir de 1997, lorsqu'il a été ministre de la Défense, commencé à appliquer cette législation. Donc en 1995, elle n'est peut-être pas encore complètement applicable. Et vous savez, il faut quand même du temps pour que les lois soient adoptées, puis votées, puis enfin promulguées et entrent en vigueur. N'empêche que la corruption était un cancer dans l'ensemble des relations internationales financières mondiales et qu'il était important d'y mettre un terme le plus vite possible. On a toujours le droit de faire mieux et la France, effectivement, a été très attentive, le gouvernement, le président de la République a été très attentif à la lutte contre la corruption. Donc, je comprends que lorsque Jacques Chirac demande la fin de ces commissions, il applique cette loi et il veut lutter contre la corruption. Certains disent, et notamment l'avocat des familles, que c'est parce qu'il avait observé le versement de rétrocommissions qui auraient pu aller à la campagne d'Édouard Balladur, qui venait d'être son rival malheureux à la présidentielle, et que c'était une manière de lui couper les vivres, en quelque sorte. Je laisse cet avocat faire les spéculations intellectuelles qu'il veut, à partir d'éléments qui aujourd'hui ne sont pas démontrés, et prêter des sentiments à l'ancien chef de l'État à l'égard de ses concurrents politiques. Ça n'est pas mon sujet, ça n'a strictement rien à voir avec la problématique qui nous retient aujourd'hui. Est-ce que ce financement de la campagne d'Édouard Balladur aurait pu être plutôt venir de fonds secrets de Matignon, comme cela a été souvent dit? Je n'ai pas d'avis là-dessus. Moi, je suis avocat, je fais du droit et ce problème ne m'intéresse pas. Alors, prenons une autre question qui est importante. Lorsque les familles des victimes disent « le président Chirac arrête le versement des commissions », alors qu'il sait qu'il peut y avoir des risques pour les employés de la direction des constructions navales. Ça n'est pas du tout ce qui ressort des documents que j'ai pu lire, et notamment du procès-verbal d'audition de M. Mazins par M. Van Ruymbeck, qui dit simplement que lorsqu'il a reçu des instructions qui n'étaient données ni par Jacques Chirac ni par Dominique de Villepin, il a dit à son interlocuteur, dont j'ai oublié le nom, je crois M. de Castellane, que cela risquait de poser des problèmes et de créer des risques pour les personnels locaux. Est-ce que ces propos ont été rapportés à M. de Villepin? Est-ce que ces propos ont été rapportés à Jacques Chirac? Personne ne le dit, personne ne l'avance aujourd'hui. Et deuxièmement, c'est quand même une situation qui est connue de tous les chefs d'entreprise, qui savaient très bien à l'époque, quand il y avait des commissions, que si on arrêtait les commissions, il y avait des risques. Ils ont même essayé de se défendre devant les instructions depuis des décennies en avançant cet argument, sans que les juges ne les entendent. Je suis surpris qu'aujourd'hui, on inverse les rôles et les argumentations.
vous dites que c'est un argument banal qui n'est pas obligatoirement vrai. De toute vrai. façon, le problème aujourd'hui n'est pas... D'abord, personne ne sait si c'est vrai ou pas, ça n'est absolument pas démontré. Deuxièmement, fallait-il pour cela poursuivre et éventuellement aggraver la corruption? S'il y avait de la corruption, je n'en sais rien. Et par conséquent, c'est un problème que les juges d'instruction devront, le cas échéant, déterminer. Est-ce que le statut du président, ancien président de la République, est-ce que le statut aujourd'hui de Jacques Chirac permet qu'il soit poursuivi? Est-ce qu'il peut y avoir un réquisitoire supplétif qui élargit le champ des investigations du juge antiterroriste très vidique pour arriver à Jacques Chirac? Alors, cette question n'est pas non plus complètement à l'ordre du jour, malgré les promesses de M. Olivier Maurice, puisqu'il nous dit qu'il va déposer plainte. Est-ce que ce sera une plainte contre personne dénommée, c'est-à-dire visant M. Chirac? Est-ce que ce sera une plainte contre X? Si c'est une plainte contre Jacques Chirac, elle n'a aucune chance de prospérer. La Constitution, et c'est bien ainsi, interdit effectivement que l'on poursuive un ancien président de la République ou un président de la République en fonction pour les actes qu'il accomplit en qualité de président de la République. Imaginez que le président de la République déclare la guerre, est-ce qu'on pourrait l'attaquer parce qu'il déclare la guerre? S'il décide de promulguer tel ou tel texte, de faire telle ou telle politique, peut-on l'attaquer? On ne peut pas attaquer le président de la République pour des actes qu'il commet en qualité de président de la République. Est-ce que ça ne pose pas une question de morale, si jamais, évidemment... Non, ça pose il y a des exceptions, c'est-à-dire que si on considère que les actes qu'il commet sont contraires à la morale, à ce moment-là, on saisit la haute cour et on a des procédures de destitution. On peut aussi, et c'est la deuxième exception à l'article 67.1 de la Constitution, être poursuivi devant la Cour pénale internationale au regard des traités que la France a signés. Il ne s'agit pas là d'un crime de guerre, il ne s'agit pas d'un crime contre l'humanité, et on ne voit pas comment ni une juridiction internationale pénale, ni la haute cour pourraient être saisies des faits considérés. Est-ce que néanmoins le président Jacques Chirac accepterait de venir témoigner pour donner sa version des faits volontairement, en dépit, je dirais, du statut? Je ne sais pas s'il le ferait, il n'a pas reçu de convocation et la question n'est pas non plus à l'ordre du jour. La recommandation que je formulerai à ce moment-là, c'est qu'il n'y aille pas, il n'a pas le droit de répondre sur ces questions, il est tenu absolument au silence, et j'ajoute que les juges n'ont pas le droit de l'interroger en vertu de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme qui date de 1789 et on peut considérer que ce texte qui a maintenant 30 ans est un texte fondamental de notre Constitution et des droits de l'homme. Il prévoit que effectivement la séparation des pouvoirs est un pilier de la démocratie et de notre Constitution. Néanmoins, ça posera peut-être un problème d'opinion, ça pourrait choquer l'opinion publique si jamais cela se confirmait d'une façon ou d'une autre, que le président ne réponde pas. Je pense que c'est votre rôle et celui de vos confrères de faire de la pédagogie et d'expliquer que les principes constitutionnels doivent être respectés, ce sont des bons principes. Ils permettent à notre société de fonctionner. Aujourd'hui, on attaque trop les institutions, on légifère beaucoup trop sous le coup de l'émotion. Encore une fois, je comprends les douleurs des victimes. Je ne suis pas absolument convaincu que les avocats qui les conduisent dans des procédures de ce genre ont raison, mais ils sont libres de le faire. Je trouve qu'il appartient à chacun d'entre nous de réfléchir à ces éléments et aux journalistes de faire de la pédagogie et d'expliquer. Je crois quand même qu'il y aura peut-être beaucoup d'émotions si tout cela progressait, car l'émotion des victimes et des enfants de victimes est très forte. Elle est là, présente, et on le voit. Bien entendu, mais enfin, je rappelle quand même que dans cette affaire, d'une part, aujourd'hui, on ne sait pas quelle est la motivation, quelle est la provenance, l'origine de cet attentat, premièrement. Deuxièmement, ce qu'on envisage, c'est de reprocher éventuellement à Jacques Chirac d'être intervenu pour mettre un terme à des actes de corruption. Je ne sais pas si c'est exact ou pas exact, mais c'était la politique de la France. Et c'est une bonne politique, évidemment. Et les Français ne peuvent que se réjouir qu'il y ait moins de corruption dans le monde. Et troisièmement, personne ne démontre aujourd'hui, et personne n'a dit, que Jacques Chirac a arbitré en faveur de la lutte contre la corruption au détriment de la vie de ces 11 malheureuses personnes. Voilà. Et c'est cela la vérité, c'est ça qu'il faut regarder. Je crois que c'est à l'intérieur de ce corpus que la problématique que vous posez doit être résolue. Est-ce qu'il y a eu des discussions avec Dominique de Villepin ou sa défense aujourd'hui, des contacts pour avoir le même discours? Il appartient à Dominique de Villepin, et je crois qu'il doit s'exprimer d'ici peu sur une autre chaîne de télévision,
de s'exprimer sur ce sujet. Et s'il reconnaissait, Dominique de Villepin, l'existence de ces rétrocommissions, de ces surcommissions, comme on dit, est-ce que cela mettrait en difficulté le président Chirac? Pas du tout. Absolument pas, puisqu'encore une fois, je pense qu'il fallait lutter contre la corruption. Deuxièmement, je n'ai jamais vu qu'il y ait quelques preuves que ce soit, mais peut-être que M. Dominique de Villepin détiendrait des éléments que je n'ai pas sur la complicité de tel ou tel dans ces actes de corruption. Éventuellement sur l'existence de rétrocommissions, parce qu'on a parlé de surcommission, mais on n'a pas parlé de rétrocommission. Bref, aujourd'hui, il n'y a aucun élément. Et ce sont les avocats qui, sans prendre la parole... Les avocats des victimes sont manipulateurs? Ils font leur métier, mais je trouve qu'il ne faut jamais donner trop d'espoir à des gens qui sont dans le malheur, parce que les déceptions sont d'autant plus grandes. Faisons du droit, laissons les juges travailler et ne mettons pas le microscope des médias sur l'ensemble des sujets qui se déroulent. Je crois que les juges font bien leur travail et c'est bien comme ça. Un dernier mot, comment va Jacques Chirac? Comment réagit-il sur le plan plus personnel ou son entourage aujourd'hui à cette nouvelle affaire? Il y en a d'autres, il y a un procès en mars sur d'autres affaires. Écoutez, sur ce dossier-là, je pense qu'il a le sentiment qu'on ne peut rien lui reprocher. La lutte contre la corruption, c'était un bon combat. Est-ce que ça a un lien avec la lutte contre la corruption? Pour ma part, je n'en sais rien. Et encore une fois, là-dessus, sur ce sujet-là, attendons ce que dit Dominique de Villepin et voyons surtout ce que disent les juges et ce qui est démontré dans cette affaire. Et s'il y a une instruction, enfin une plainte, pardon, contre le président Chirac, comment réagirez-vous la semaine prochaine? Je ne vois pas comment il peut y avoir une plainte contre Jacques Chirac compte tenu de la rédaction de l'article 67.1 qui le met à l'abri de toute poursuite pour des actes accomplis en qualité de président de la République. Voilà, vous nous l'avez clairement expliqué. Merci beaucoup, Maître Vaïd, d'être venu sur notre plateau.